Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nature. La nature, elle est la source fondamentale de survie à laquelle vivent les êtres vivants. Pour cela, si nous posons la question, qu'est-ce que c'est la nature? La nature, ce n'est que l'ensemble des êtres vivants, quelles qu'en soient les catégories de vie, qui vivent d'une vie active et d'une vie passive. Quand je parle de vie passive et active, je considère comme les plantes. Une vie passive, car c'est une vie qui n'est pas manifeste, qui ne se manifeste ni dans les actions menées par les êtres vivants, et ni également dans les réactions de ces êtres. Et donc, de l'autre côté, à l'opposé, il y a ceux qui sont des êtres vivants de vie active, qui leur vie se manifeste dans leurs actions et leurs réactions. Donc c'est ça la nature. Je dis bien les êtres vivants, donc ce qu'on appelle la faune et la flore. Et ajoutant à cela l'environnement aussi de survie. L'environnement de survie. Tout cet ensemble est la nature. Il y a un autre sens aussi du mot nature. C'est les règles générales et les principes généraux dans lesquels se passe cette vie de ces êtres vivants. On appelle aussi ça la nature. Donc, il y a la nature et les natures. La nature, c'est la première que nous avons citée. La deuxième, les natures. C'est l'ensemble des caractéristiques, des règles générales qui gèrent la vie de chacun des espèces. On dit la nature humaine, la nature animale, la nature des insectes, ainsi de suite. Car chacune de ces éléments constitue une catégorie qui vit d'une manière différente, qui les différencie des autres. C'est par la nature humaine que l'homme se distingue des autres créatures, même des autres mammifères. C'est cette nature qui fait de lui ce qu'il est en tant qu'être humain, ce qui signifie que l'humanité a une seule nature, agit de la même manière, là où il se trouve. Après cela, après la nature, il y a certaines petites caractéristiques qui peuvent différencier les individus, mais cette fois-ci, c'est dans leur comportement, pas dans leur caractère. Le comportement, elle est définie par la relation avec les autres, la relation avec l'environnement de survie. C'est là que les caractères se distinguent. Et donc, les humains, des fois, ont cette petite différence liée à leur comportement. Et le comportement, elle est en fonction du milieu dans lequel l'individu avait évolué, où les individus ont évolué depuis leurs ancêtres. La couleur, des fois, est liée aussi à ça. Et donc, au fur et à mesure, si nous prenons la base qui est aujourd'hui, je pense, acceptée par tout le monde, quelle qu'en soit la conception ou la vocation idéologique, l'humanité descend d'une seule origine. Eh bien, si nous prenons ce principe de base, nous n'allons pas avoir d'autres raisons que d'accepter que toute l'humanité est une seule origine et donc une seule nature. Mais le déplacement ou les déplacements et les émigrations qui ont forcé l'homme à s'installer dans un milieu ou dans un autre différent des autres, pour une raison ou une autre, va faire en sorte que les comportements sociaux des individus changent, diffèrent d'un lieu à un autre. Donc du coup, l'homme de la montagne qui vit dans une montagne est différent dans ses comportements par rapport à l'homme de la plaine, car les difficultés que l'homme de la montagne va rencontrer sont différentes des difficultés que l'autre va rencontrer. Et donc l'interaction avec ces circonstances de vie va faire la différence. Comment l'homme va se fondre dans la nature dans laquelle il se trouve.
pour pouvoir soutirer sa survie en alimentation, en eau. Tous ces éléments et quelles sont les relations qu'elle porte avec les autres, les relations de conflit, relations de paix et de tranquillité, tout cela contribue, que soit avec les humains ou avec les autres animaux. Donc, ceci peut créer ce qu'on appelle les coutumes et les traditions. L'homme le manifeste quand il a des manifestations festives, par exemple, ou des manifestations religieuses, par exemple. À travers tout cela se manifeste ce que est l'être humain. Donc, les hommes sont en même temps identiques dans leur manière d'agir, au niveau de leur caractère, mais différents dans leur comportement. Et donc, c'est pourquoi l'homme a dans sa nature ce principe général de se protéger. Bien sûr, les autres vivants aussi ont le même principe. Mais l'homme va avoir ce principe de se protéger lui-même et protéger les siens. Et il crée des territoires. Il crée d'abord donc des stratégies de défense quand le danger est imminent et les stratégies d'attaque et de contre-attaque. Il les étudie, il les perfectionne pour un lendemain. Et donc, ce qu'on appelle l'anticipation. L'homme est beaucoup différent dans son anticipation par rapport aux animaux. L'animal qui prépare les stratégies de défense, en réalité, ce n'est pas uniquement pour la défense, mais c'est pour la chasse. La chasse, qui est quelque chose de tout à fait inné de lui. Et donc, cette nature animale fait en sorte que si les chasseurs, ils apprennent depuis de sa mère les stratégies de chasse. Mais l'homme a dans la perspective une stratégie non seulement pour manger et boire, mais aussi d'abord pour se protéger et également pour protéger les siens. Ce n'est pas une stratégie imminente, mais pour quelque chose imminent, mais c'est une stratégie pour quelque chose d'avenir. Et de là, il a mis en place ce qu'on appelle les stratégies d'autodéfense, les stratégies de défense générale, telles que les stratégies militaires et les autres choses. L'homme également a cette idée de préserver les siens. Les siens ne sont pas seulement ses enfants, car on constate que l'animal, que quand son enfant atteint l'âge de la majorité, cet enfant devient un étranger. Alors que l'homme, toute la lignée et toute la tribu et toute même la nation est considérée comme les siens. Et c'est là qu'il a le besoin de créer un territoire et ensuite des systèmes de gouvernance, donc de politique, et ainsi de suite. Tout cela dans l'idée fondamentale, dans les perspectives de protéger tout ce qui est lié à lui. Dans tout ce que nous sommes en train de dire, toute l'humanité est partout est la même chose. Malgré dans l'ancien temps les forêts et les fleuves et les rivières ou même les mers qui ont séparé les humains, ils ont
vécu de la même manière que les autres, alors qu'en réalité, ils ne savaient même pas si ces autres-là existaient. Si peut-être ils pensaient l'existence des autres, c'est dans une idée lointaine, mais ils ne les ont jamais rencontrés. Mais ils vivent de la même manière. Et donc à travers cela, il a construit tout ce qui est dans son besoin directement vital et dans les perspectives de se protéger, par exemple, de la famine. Il va cultiver, il va stocker dans des greniers, qu'il va continuer à manger, donc l'anticipation, à manger jusqu'à la prochaine saison. Parce qu'il a dans l'esprit que peut-être il n'y aura pas d'autres cultures avant, d'ici 9 mois par exemple, en tout cas avant quelques mois. Et là, il stocke sa nourriture, il la protège. De la même manière qu'il construit des abris, quand le danger est proche et imminent, il construit des abris qui le protègent de ce danger. Il a construit les forts, les tours, les citadelles, là où le danger est imminent. Dans les endroits où le danger n'est pas imminent, ils n'avaient pas besoin de se casser la tête à tout ça. Ils n'ont pas construit tout ceci. Et donc, et ça, c'est partout. Il a pensé à l'existence de son Créateur. Quand il s'est vu exister, il a compris qu'il a un Créateur. Même si des fois il se trompe dans sa définition. Il idolâtre certains éléments de la nature, pensant incarner Dieu, ou la force, la lumière et la puissance de Dieu. Il les adore par des comportements et des caractères qu'il pensait être la voie de son adoration. Tout cela fait partie des caractères humains. Le besoin à la protection, le besoin au divin, à la religion, la mise en place des activités rituelles, religieuses, à ce Dieu qu'il vénère. Tout cela fait partie des natures humaines ou de la nature humaine. Donc quand on parle de particularité, elle n'existe que comme on l'a dit dans les comportements. Et ces comportements sont liés au local. Mais dans ces principes généraux, ces besoins généraux, l'humanité est la même chose. L'homme est en constante innovation de ces grands principes, en constante innovation de son mode de protection, en constante innovation de ses rites religieuses, en constante innovation de la manière dans laquelle il anticipe les événements et qu'il se protège contre toutes sortes de calamités. C'est comme ça. Il est en constante innovation là où il se trouve, en fonction des circonstances dans lesquelles il vit. Il n'y a pas des êtres vivants innovateurs et d'autres inertes à l'innovation. Ça n'existe pas, car ceci fait partie de la nature humaine. Et donc, là où il se trouve, il a perfectionné des choses qui sont liées à sa vie, qui sont liées à ces éléments que nous venons de citer tout de suite. Je dis bien, et ceci, toute l'humanité, quelles qu'en soient leurs différences, dans leurs origines ou dans leurs couleurs. Et donc, quand il adviendra que des humains se déplacent de leur milieu pour aller s'installer dans un autre milieu,
ils vont transporter une partie du milieu dans laquelle ils se trouvent, parce que c'est une partie d'eux-mêmes. Mais vite, ils vont s'accommoder à leur nouvel endroit, nouveau lieu, avec lequel ils vont s'accommoder, dans lequel ils vont se fondre, et vont emprunter certains des caractères et certains des comportements liés à ce milieu-là. Et directement, ils vont se différencier de ceux qu'ils ont déjà laissés là où ils étaient, en augmentant et en ajoutant les caractéristiques du milieu dans lequel ils se trouvent. Quand il va rencontrer d'autres catégories de personnes dans ces milieux-là, ils vont vite s'accommoder avec eux. Peut-être ils vont garder certaines différences avec ces personnes-là liées à là où ils étaient auparavant. Mais ils vont adapter certaines des réalités parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Et de là, ils vont par exemple changer leur alimentation. Car ce par quoi ils se nourrissaient auparavant était dans un climat donné. Et là, dans ce climat, ils ne peuvent plus avoir cette ancienne nourriture. Ils sont obligés de s'adapter avec la nouvelle nourriture qu'ils rencontrent. Et là, nous allons voir des humains. Certains sont en majorité des mangeurs de graines. Et ils vont perfectionner leur nourriture avec cette graine-là. Avec différence de forme et donc toujours de caractère, de comportement de cuisine. Mais ça revient au même. Certains se nourrissent beaucoup avec des tubercules ou avec des fruits. Et quand ils se déplacent pour les lieux où il n'y a que des graines, leur nourriture va être à la base des graines. Les chasseurs vont se transformer en pêcheurs, car ils habitent maintenant au bord du fleuve, au bord de la mer. Il n'y a plus de gibier qu'on va aller chasser dans la brousse, mais il y a des gibiers à l'intérieur de l'eau. Ils vont se convertir en pêcheurs. C'est parce que le milieu de survie les oblige et les impose. Et c'est comme ça, toute l'humanité. Et donc, là, ça nous enseigne, ça nous fait comprendre que les humains n'agissent pas en fonction de leur origine raciale, mais agissent en fonction de leur survie. Si des groupes de différentes origines habitent et vivent dans un seul milieu, ils agiront de la même manière, différemment de leurs confrères qu'ils avaient laissés depuis très longtemps dans un milieu catégoriquement différent de ce milieu-là. Et donc on pourrait voir en eux leur ressemblance avec les autres dans la morphologie, mais dans leur comportement, il y a une catégorique différence. Et donc, tout ça, ceux qui analysent les choses superficiellement ont tendance de se tromper là-dedans. De la même manière que ces individus qui habitent dans ces environnements, qui partagent les mêmes comportements grâce aux effets de l'environnement, descendent de plusieurs origines raciales différentes. Et donc, aussi vouloir définir et catégoriser les gens en fonction de leur race ou bien de leurs origines ethniques et vouloir que, puisqu'ils ont les mêmes origines ethniques, ils agissent, ils ont les mêmes comportements et les mêmes manières d'agir, ceci est une grosse erreur d'eux-mêmes.
et avec les circonstances d'émigration, quelle qu'en soit l'origine et la raison de cette émigration des peuples d'un lieu à un autre, a regroupé les personnes dans des lieux différents. Tous les continents sont constitués de ce mélange de catégories de personnes venant d'un continent d'ici, de là. Non pas les mêmes origines ethniques, mais vivant dans un même lieu. Ce n'est pas obligatoirement que parce qu'ils vivent dans cet endroit, ils ont les mêmes origines ethniques. Et d'ailleurs, les raisons pour lesquelles, des fois, ils se différencient au niveau de leur religion. Et la religion est beaucoup plus fondamentale et cruciale dans les comportements des individus. Et c'est une des choses qu'on garde beaucoup, très longtemps, malgré le déplacement, et qui, des fois, a du mal à changer. Quand je parle de religion, je ne parle pas d'abord de religion animiste. Quand il s'agit des religions animistes, elles peuvent changer en fonction du déplacement des individus, car elle est liée à la nature. La nature a changé, la manière d'adoration change, et des fois même, les dieux adorés vont changer de nature et de forme. Ils vont emprunter certains dieux en gardant leurs dieux qu'ils adoraient auparavant. Avec eux, le couplé avec d'autres divinités qui sont les divinités ou les dieux qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont eus à travers leur séjour dans leur nouveau lieu dans lequel ils adorent, ils habitent. Mais par contre, les religions qu'on appelle du ciel et les religions monothéistes qui sont soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, elles, même en se déplaçant, les individus l'emportent avec eux, essayer de garder son authenticité. Et ça pourrait faire une différence catégorique avec les autres catégories de personnes qu'ils vont trouver dans l'endroit, si ces catégories d'individus n'ont pas les mêmes confessions, les mêmes religions avec eux. Bien que leur mode de vie va se ressembler dans sa base naturelle, mais leur manière d'adorer va se différer. Ils vont même prendre des contextes, des réalités qui sont les comportements d'adoration liés à cet endroit avec l'adoration par laquelle ils sont venus. Par exemple, les constructions des mosquées vont se différer. Ils vont peut-être construire des mosquées semblables aux églises, à l'architecture des églises qu'ils ont, par exemple, trouvées, ou le vice-versa. Mais la mosquée reste la mosquée, et la pratique qui se travaille, qui se fait à l'intérieur, va rester la même chose, mais l'architecture va se ressembler avec les architectures des lieux de culte qu'ils avaient trouvés. Par exemple, on peut trouver en Asie l'architecture des mosquées peuvent ressembler aux architectures des temples bouddhistes ou des temples brahmanistes dans certains endroits. Mais l'adoration à l'intérieur n'est pas les mêmes adorations. Tout cela est possible. Tout cela fait des diversités humaines. Et donc, ceci nous enseigne beaucoup de choses, à travers laquelle nous allons comprendre que la constitution d'un groupe d'individus, elle ne se base pas sur les caractéristiques du milieu de survie, je vais dire les caractéristiques
elle ne se base pas sur les caractéristiques, plutôt biologiques, la race ou l'ethnie de l'individu, mais elle se base sur l'intérêt de survie. L'intérêt de survie, l'intérêt lié à la religion. Je veux dire en général, l'intérêt ou la conception idéologique que les gens ont entre eux. C'est ça qui forme la solidarité du groupe. Et c'est à travers cela que les hommes constituent leur groupement de vie. Et donc, si nous constituons les personnes à la base de leur origine raciale seulement, ou bien à la base d'une caractéristique morphologique, biologique quelconque, et que nous voulons qu'elle se catégorise en fonction de cela, je pense que nous nous trompons beaucoup. Car ils peuvent avoir les mêmes caractéristiques morphologiques, les mêmes caractéristiques biologiques, ça veut dire même origine raciale ou même origine ethnique, mais peut ne pas s'entendre dans un seul projet de vie. Et donc, nous allons créer un groupe d'individus que nous pensons s'entendre, mais qui ne vont jamais s'entendre, parce qu'ils ne partagent pas le même projet de vie entre eux, les mêmes intérêts. Donc, c'est à travers les intérêts de vie, c'est à travers les intérêts idéologiques uniques que les gens peuvent s'entendre et former un projet collectif. Et si nous regardons à travers toute l'histoire de l'humanité, ceux qui ont créé les conflits entre les gens, c'est d'abord premièrement les gens qui vivent ensemble, qui se mettent en conflit quand il y a certaines particularités entre eux. Bien sûr, si dans ces cas des fois, on met en avance les différences d'origine raciale, d'origine ethnique, pour pouvoir parvenir à mettre en place un projet commun. En fait, en réalité, c'est dans la formation du projet commun qu'on utilise des particularités raciales, parce que ce qui nous unissent à ce moment-là n'est que seulement les circonstances morphologiques. C'est-à-dire, les Noirs entre eux se voient unis dans la noirceur. Mais ce n'est pas forcément qu'ils sont unis. Et à travers cela, dans l'histoire, les gens vont créer une idée générale. Soit cette idéologie, elle est de base religieuse, et le combat va commencer à la base de cela. On veut constituer une idéologie religieuse, on va se baser sur ce qui nous unissent pour pouvoir unifier les gens. Mais au fur et à mesure que ce projet de foi continue, religieuse continue, on va voir qu'elle va s'étendre vers les autres qui n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques que nous. Et donc au départ, l'union s'était passée sur ces caractéristiques physiques, mais elles n'étaient pas l'objectif à la base. Elles n'étaient pas l'objectif à la base. Et toutes les grandes religions ont connu cela. Certains combattants auparavant pensaient que cette religion est spécifiée à eux, à leur ethnie, à leur nation. Par exemple, les Quraysh pensaient que l'islam ne concernait que les Quraysh. Ensuite, elle s'étend vers les autres tribus arabes,
elle devient quelque chose dans la tête de certains Arabes, spécifique aux Arabes. D'ailleurs, on va parler des musulmans, on parle des Arabes quand on parle de musulmans à ce temps-là. Et ensuite, ça va dépasser les limites de frontières de la nation arabe pour aller dans les autres nations. Elle s'universalise. Et donc cet exemple que j'ai donné, dans l'islam, c'est la même chose aussi que le christianisme. C'est comme ça, elle s'est étend plutôt, elle s'étend. Elle s'est étendue plutôt à travers le continent de base et ensuite elle s'est répandue dans tous les autres continents du monde dans lesquels elle est allée. Et donc c'est comme ça tous les projets de vie. Mais ce n'est pas l'origine des individus, leur base de couleur n'est pas la base fondamentale qui est le moteur de réunification. Et aujourd'hui, quand on regarde, et pas seulement aujourd'hui tout justement, dans le temps quand on constate, on va voir que ce qui a réunifié les gens, c'est beaucoup plus une idéologie. À travers cette idéologie, beaucoup d'individus se sont rencontrés qui n'ont pas les mêmes origines raciales. Elles ont des origines différentes, mais elles se sont rencontrées dans cette idéologie. Voilà, un peu aussi à ce niveau. Tout cela. Et donc, quand nous regardons dans toute l'humanité, nous allons voir dans tous les continents du monde, les humains se sont divisés en plusieurs catégories ethniques. Et les conflits, elles se sont passés dans le passé dans ce sens-là. Mais en réalité de base, ce n'est pas l'ethnie ou bien le lien ethnique qui était la base fondamentale de leur réunification, mais c'est la chose en évidence qu'on utilise, que ceux qui ont besoin de cette réunification vont utiliser pour parvenir à une idéologie. Et c'est cette idéologie qui est à la base de l'unification des individus. C'est pour cela qu'on avait besoin de propagande de cette idéologie dans l'esprit des personnes de même catégorie ethnique pour pouvoir les mobiliser à se battre pour la création de cette idéologie et pour la préservation de cette idéologie. Au fur et à mesure que cette idéologie continue à subsister dans l'esprit des gens, au fur et à mesure que la solidarité et l'union continuent à exister. Le moment où cette idéologie s'éteint, même si les gens restent toujours la même ethnie, les mêmes personnes de la même origine, mais nous allons voir qu'ils vont se disséquer et ils vont se faire conflit et se diviser. Et c'est là que nous voyons que les royaumes se divisent en catégories de royauté. Alors que les mêmes constructeurs qui l'ont construit sont toujours les mêmes dans leurs origines. Mais lorsque l'idéologie a changé, on voit que la division apparaît. Ceci dans toute l'Asie quand nous regardons, dans toute l'Europe. Toutes les petites royautés qui se sont créées en Europe étaient à la base de cela. Et également en Afrique aussi, c'est la même chose. Donc, voilà les choses. Maintenant, à travers tout cela, si nous regardons, nous pensons que les Africains, quand on parle de l'Afrique, d'abord, premièrement, on parle de l'Afrique comme si l'Afrique est particulière.
L'Afrique est particulière, soit dans sa mode de vie et dans la gestion des problèmes depuis longtemps. Elle est différente des autres nations du monde. Ceci n'est pas vrai. Ça, c'est la première des choses. On a également dans l'esprit ce qu'on peut appeler l'homogénéité. On pense que les Africains sont homogènes. L'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on dit l'Afrique. Bien que les gens ne s'étonnent pas de la diversité asiatique, bien que les gens ne s'étonnent pas, ne se posent même pas la question de la diversité européenne. Les Européens sont différents. La preuve, c'est qu'ils parlent des langues différentes et ils ont des États différents. L'Asie de même. La preuve qu'ils parlent de différentes langues et des États différents et des peuplements même différents dans leur physionomie et dans leur morphologie. Mais quand on revient en Afrique, on a tendance de s'étonner de la diversité et la différence des Africains entre eux. On ne s'étonne pas que les Européens se sont entretués, se sont anéantis, parce que c'est normal, parce qu'ils sont différents. On ne s'étonne pas que les Asiatiques se sont beaucoup tués entre eux, se sont beaucoup esclavagisés, comme les Européens entre eux. L'Europe a fait des guerres et des guerres. Les guerres de l'Empire romain qu'elle a menées, une grande partie c'est d'abord en Europe. Rome même est européen. Ensuite, les Celtes contre l'Empire romain, ce qu'on appelle les empires barbares. Et ils ont fait d'énormes esclaves. La masse des esclaves romains et grecs sont européens. Sont les Gaulois, les Celtes et les autres tribus européennes. Tout cela risque d'être normal dans les yeux de celui qui analyse la situation. En Asie, c'est encore, beaucoup encore, peut-être même pire. De différentes sortes de tribus et de nations asiatiques se sont entretuées. D'énormes quantités d'esclaves et de marchands d'esclaves se sont constitués en Asie et partout en Asie. Qu'ils soient dans le côté de l'Asie du Sud-Est, qui constitue le côté de l'Asie, le Japon, les autres tels que les Birmanie et autres, l'Asie de l'Inde, l'Asie des Arabes, parce que l'Arabie saoudite et autres, même si aujourd'hui le découpage a voulu qu'on dise le Moyen-Orient, mais c'est l'Asie. L'Asie du côté des Crimée et les Russes, de la Grande Russie, tous ces endroits-là, si nous lisons leur histoire, on voit d'énormes de sang qui s'est écoulé et d'énormes quantités d'esclavage qui s'étaient passées et d'une manière très féroce et très inhumaine. Tout ça entre les Asiatiques. Et que entre les Asiatiques. Pas d'autres continents. Et tout ça est normal, parce que c'est l'Asie. L'Asie, c'est une diversité. Les Asiatiques sont différents. La preuve, c'est que les Indiens ne sont pas la même chose que les Chinois ou les Japonais. Et que les Arabes et les Indiens, les autres, ne sont pas les mêmes. Donc, c'est tout à fait normal. En même temps, nous cataloguons une partie des Asiatiques. Les Indiens, tout ce qui vient du pays de l'Inde, c'est la même chose, les Indo-Chinois. Les autres, on considère que le Coréen et le Chinois, ou le Japonais et le Chinois, ou le Mongol et le Birman,
c'est la même chose, c'est les mêmes peuples, on ne fait pas la différence. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on a tendance de dire, mais c'est pas possible. Les Africains sont les mêmes, ils s'entretuent entre eux. Les Africains s'entretuent entre eux. Donc, dans cette idée, l'Afrique est unique. C'est un peuple, on ne voit qu'une couleur. Mais on ne se rend pas compte que de la même diversité de l'Asie, l'Afrique est divers. De la même diversité de l'Europe, l'Afrique est divers. Les Africains ne sont pas les mêmes. Mais non, on va dire non, les seuls peuples qui se tuent entre eux, c'est les Africains. C'est un mensonge. Non, comment nous les Africains, nous n'arrivons pas à nous unir contre les Blancs. Là, on est dans une qualificatif spécifiquement de la couleur. Alors que cette différence de la couleur, ce n'est pas elle qui unifie les gens. C'est seulement un teint sur la peau des individus. Elle n'a aucune valeur après, aucune valeur primordiale d'unificateur ou unificatrice. On oublie que ces Africains-là, premièrement, même la couleur qu'on dit n'est pas forcément la même couleur. Déjà, ça, c'est un problème. Est-ce que les Africains, même ce qu'on appelle les Africains noirs, ont la même couleur? Contemplons voir. Mais s'ils ont la même couleur, c'est la même chose que les Européens aussi. Ils ont la même couleur. Mais en réalité, les Européens n'ont pas la même couleur. Les Européens se sont distingués à la base de 3 couleurs fondamentales, de base. À travers ces 3 couleurs, il y a différences. Il y a les blonds, qu'on appelle les blancs. Il y a les bruns, qui sont donc les blonds, qui sont les habitants de l'Europe du Nord, ce qu'on appelle les nordiques. Il y a les bruns, qui sont les habitants du sud de l'Europe, donc de l'alentour de la Méditerranée. Il y a les roux. Rouge, roux. Donc, c'est un peu la même couleur rouge. Les roux qui habitent l'Europe de l'Est. Et c'est de là qu'est venu le mot roussi. Ça veut dire la terre des roux. L'Europe était divisée en fonction de leur couleur auparavant, avec à l'intérieur de ces 3 couleurs. Mais nous, aujourd'hui, on dit les blancs. Les blancs. Et non, c'est faux. C'est notre imagination. Donc, l'Europe n'a pas la même couleur. Ce n'est pas des blancs. Également, en Afrique aussi, si nous contemplons l'Afrique, nous allons voir que les gens n'ont pas la même couleur de peau. Ça, c'est la première des choses. Ils n'ont pas la même morphologie faciale. Les Africains ne se rassemblent pas dans leur morphologie faciale et dans leur morphologie corporelle. Leur corps, la forme de leur crâne n'est pas les mêmes. Ils ne parlent pas la même langue. Ce n'est pas des dialectes, c'est des langues. Ils ne parlent pas la même langue, les Africains. Ils n'ont pas les mêmes origines ethniques, ni même nations. Et pour connaître et comprendre très bien ça, on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches. En regardant seulement, on peut constater que l'Afrique peut se partager ou se diviser en plusieurs localités. Si nous prenons l'Afrique du Nord, c'est évident par rapport à l'Afrique du Sahel. Également, c'est évident la différence entre les Africains qui vivaient le long du Sahel, du désert, par rapport aux Africains qui vivent dans le canal et le golfe de Guinée. Des pays comme le sud du Bénin, du Togo, le Ghana, ainsi de suite du Nigeria, et en allongeant
cette littoral du golfe de Guinée, on voit une différence. Et c'est pour cela qu'on peut voir des différences entre des populations d'un même pays. Par exemple, si nous allons au Sénégal, les personnes au nord du Sénégal, du sud du Sénégal, sont différentes dans leur morphologie. Également, si nous allongeons les pays tels que, par exemple, le Togo, le Bénin, et on continue. Les gens qui vivent vers les bordures du Sahel, donc les bordures du Sahel, si nous prenons tels que les Paracous, Gaïa, non pas Gaïa, plutôt Malanville et ces endroits-là, par rapport aux gens qui vivent au bord du Bénin, Cotonou, Porto Novo et ces endroits, Lomé et toutes ces bordures du bord de la mer. Nous faisons la différence entre eux dans leur morphologie et dans les langues. Et donc, les Africains sont tellement différents. Et d'ailleurs, les conflits que nous avons en Afrique, si nous regardons très bien, c'est dû à ça. C'est dû à ça. Entre le sud et le nord du Tchad, il y a une déchirure entre les Tchadiens. Et le conflit, une partie du conflit, il y a ça dedans. Le Nigeria, les grands conflits entre les Nigérians, on en trouve de ça. S'il y a des tensions à un certain moment entre les Bénins et les Béninois, la Côte d'Ivoire, le conflit de la Côte d'Ivoire, c'est dû à cela. Une fracture entre deux couches de population. Bien sûr, l'origine des problèmes sont le moteur était politique. Mais on se base sur ces différences pour constituer des idéologies dans tous les deux côtés. Et donc, on utilise la différence d'origine raciale pour pouvoir s'amasser de l'autre côté, pour combattre l'autre et en même temps pour se diviser entre les deux fractures. C'est comme ça. Et donc, voilà un peu les problèmes. Et quand on voit dans l'Afrique centrale, on trouve d'autres problèmes, dont également ces différences. Le problème Hutu-Tutsi, les Européens, quand ils ont voulu créer ce génocide entre les Tutsis et les Hutus, ils se sont basés sur cette différence pour pouvoir diviser et créer un antagonisme entre les deux catégories chouches, les deux catégories d'individus. Je vais dire, les deux nations qui se sont rencontrées, qui sont les Hutus, qui sont d'origine bantou de l'Afrique centrale, et les Tutsis qui venaient du nord, et c'est à la base de cela qu'ils ont suscité cette guerre qui a conduit, ou ce massacre qui a conduit au génocide. Donc voilà les problèmes en Afrique. Donc quand les Africains se battent entre eux, c'est aussi normal, et quand les Africains se tuent entre eux, c'est aussi normal que les Asiatiques se tuaient entre eux, que les Européens se tuaient entre eux, et que les Amérindiens se tuent entre eux. Il n'y a pas de quelque chose de exceptionnel et africain, de quelque chose qui n'est pas ordinaire. Elle rentre dans l'ordinaire des problèmes de l'humanité, des caractéristiques et des comportements de la nature humaine, tout simplement. Donc, il faut que nous comprenions cela aussi, pour ne pas continuer à lamenter les Africains d'être des catégories à part qui, au lieu que les autres se unissent entre eux, et on prend des exemples farfelus.
On dit l'Union européenne. Tandis que les Européens se unissent, voilà les Africains qui se tuent entre eux. Ce sont des exemples farfelus. C'est des exemples primaires de personnes qui sont éphémères, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas analysé la chose dans son fond. Pour pouvoir comprendre pourquoi les Africains ils se tapent dessus entre eux. C'est de la même manière que les Européens aussi se tapent entre eux. Combien de fois, de temps les Européens se sont massacrés dans le Moyen-Âge? Des guerres qui n'ont pas eu d'exemple dans l'humanité, la guerre mondiale. C'est le massacre des Européens entre eux, ils ont entraîné les autres dedans. Ils ne sont en aucun cas, sont des Africains qui sont partis s'installer là-bas. Et les Africains n'ont jamais commis des massacres de ce genre. Donc, vraiment, si nous étudions l'Afrique, il faut que nous essayions de contextualiser les choses et que nous ne considérons pas l'Afrique comme un cas à part, spécial, et nous comprenons que il n'y a pas de particularité africaine. Il n'y a pas d'homogénéité africaine. L'Afrique n'est pas particulière. Elle s'insère, tout ce que nous voyons en Afrique s'insère dans la nature humaine, dans les normes humaines et de toutes les nations du monde. Il ne faut pas jouer à la clairvoyance quand on parle d'Afrique ou myope quand on parle des autres. Il faut regarder tous dans le même contexte pour vraiment comprendre les choses. On étudie, quand on nous parle de l'Afrique, quand on étudie l'Afrique comme si c'était un cas particulier, un cas exceptionnel, qui est différent de la norme humaine. Parce qu'on considère l'Afrique comme des hommes unis, un seul, homogène. C'est une erreur, une grave erreur. Les Africains sont tellement différents. Je dis bien dans leur langue, ils ne parlent pas la même langue. Dans leur origine ethnique, ils ne sont pas de mêmes origines ethniques. La langue nous l'oriente vers, si nous voulons faire des études, on va voir que les groupements linguistiques qu'il y a en Afrique n'ont pas les mêmes origines linguistiques. Et ils n'ont pas la même couleur de peau. Ce qu'on veut faire croire, sur laquelle on insiste, pour laquelle on les englobe dans une seule catégorie. Et ceci était aujourd'hui et dans toute l'histoire. Pourquoi on veut faire de l'Afrique un continent homogène dans sa misère, un continent homogène dans ses caractéristiques physiques, un continent homogène dans son mode de vie. Les Africains ne vivent pas de la même manière, ce n'est pas le même mode de vie. Les Africains n'ont pas les mêmes modes de vie. Et également, ils n'ont pas les mêmes cultures ni les mêmes traditions. Et donc, pourquoi, obligatoirement, on veut forcer l'Afrique à leur unifier dans une seule pensée, dans une seule idée, comme s'ils ont la même idéologie, ils pensent de la même manière, ils vivent de la même façon, ils ont les mêmes caractéristiques et ils vivent dans la même misère. Et non, tout cela est une catégorisation catégorisée par le colon. Par le colon. C'est l'extérieur qui nous a mis dans cette caractéristique. Et dans cette catégorisation, une catégorisation unique. On a divisé l'Afrique en deux catégories. Et en fonction de sa couleur. L'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et chaque fois quand on parle de l'Afrique, on parle de cette manière. L'Afrique subsaharienne. Donc, toute l'Afrique subsaharienne, c'est la même chose. Et donc, il y a l'Afrique, il n'y a que deux Afriques. L'Afrique du Sahara, l'Afrique subsaharienne. Et donc, l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Et d'ailleurs, on dit ça. Mais c'est une grosse erreur. Et le colon a voulu cela pour pouvoir nous gérer.
mettre dans une seule catégorie, ça facilite la gestion. Quand on met chacun dans sa catégorie qu'il le faut, ethnique, ben, la gestion va être beaucoup multiple, l'effort va être beaucoup. Et donc, les Français ne sont pas cassés la tête. Ils ont créé l'Afrique francophone maghrébine et l'Afrique francophone subsaharienne. Les tirailleurs marocains, c'est tout ce qui est de l'Afrique du Nord, et les tirailleurs sénégalais. Tout ce qui est de l'Afrique noire s'appelle les tirailleurs sénégalais. Des fois, ils disent l'Afrique noire et d'outre-mer. Voilà, on nous a catégorisés même avec les îles dans la même catégorie, alors que nous avons des modes de vie catégoriquement différents. Donc il faut que nous voyions d'abord, premièrement, l'Afrique dans cette optique de différence, de diversité. Et les circonstances historiques qui se sont passées dans cette idée ou dans ce contexte de diversité. Les Africains, les royautés africaines, quand ils se combattaient, ne voyaient pas les choses dans la forme de la couleur que nous sommes tous noirs. Non. L'autre ethnie, de l'autre côté, qui est une autre nation, est différente de nous. Et donc, il pénètre dans nos terres. Nous ne pouvons pas accepter. Il faut que nous défendions nos terres. Et c'est ça la raison fondamentale de la guerre. Et on se fait la guerre, on se combat, et le vainqueur et le vaincu deviennent esclaves au vainqueur. En aucun cas, il y a une idéologie basée sur la couleur. Et c'est pour cela que nous voyons même le problème des Rwandais entre Tutsi et Hutu. Ça s'est basé sur cette situation. Le problème que j'ai dit de la Côte d'Ivoire, c'est cette idée. C'est l'idée de l'autre qui est venu sur nos terres. Et l'homme a toujours combattu les pénétrations, les incrustations dans ses terres. C'est toujours l'étranger, quelle qu'en soit sa couleur. Il ne regarde pas la couleur de l'autre. Il voit que c'est tout simplement c'est une autre nation qui veulent dominer, qui veulent lui dominer. Et il n'accepte pas cette domination de l'étranger sur lui. Et donc, tous les conflits qu'il y a eu entre les Africains, comme on le dit, et toutes les guerres qu'il y a eu entre Africains, c'est passé dans cette idée des choses. Et c'est les mêmes idées que les Européens ont eues quand ils se combattaient entre eux. Et c'est les mêmes idées que les Asiatiques ont eues quand ils se battaient entre eux. Et donc, ce sont des bases, des normes humaines dans la nature humaine. Le fait de ne pas accepter que l'étranger pénètre nos territoires par force. Non. S'il vient en paix, il est accueilli. Mais s'il vient en force, il est combattu. C'est comme ça. Et donc, quand on parle de l'hospitalité africaine, elle est dans cette optique. Les Africains n'acceptent pas la pénétration étrangère par force dans leur territoire, mais ils l'acceptent à bras ouverts quand il vient paisiblement en être humain. Et c'est justement ce que les exploiteurs ont utilisé pendant leur exploration, et c'est ce qu'ils ont utilisé sur les individus du bord de la mer pour pouvoir fonder la traite négrière. On est venu paisiblement, mais dans l'idée maligne de dominer. L'Africain les a acceptés et ils ont tourné contre les Africains leurs armes. Voilà. Donc, voilà un peu en grosso modo les contextes dans lesquels il faut que nous plaçons les problèmes de l'Afrique quand on étudie l'histoire africaine, quand on parle de l'Afrique. Si nous voulons vraiment traiter le problème africain avec objectivité. Sinon, rien ne peut être objectif.
Donc, les Africains, dans toute leur histoire, ne voyaient pas cette homogénéité que nous les qualifions avec. Un seul peuple, puisqu'ils ont la même couleur, ils ont les mêmes problèmes, c'est un seul peuple. Ce n'était pas ça le regard. Je dis bien que les Asiatiques avaient la même couleur. Presque les grandes localités de l'Asie. Par exemple, les Indes, ils ont les mêmes couleurs. Par exemple, les peuples qu'on appelle les yeux bridés, ils ont pour nous les mêmes couleurs. Les peuples de l'Amérique, de l'Europe de l'Est avaient les mêmes, et de l'Asie de l'Est avaient les mêmes couleurs. Ils avaient les mêmes couleurs. Les Européens également la même chose, c'est la même chose aussi. Donc les Africains dans notre vision, comme les autres ont les mêmes couleurs. Donc, ce n'est pas parce que les gens, on les prétendait avoir la même couleur qu'ils sont les mêmes, qu'ils réfléchissent de la même manière et qu'ils ont les mêmes problèmes. Ce n'est pas du tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, dans toute l'histoire lointaine, les peuples se catégorisaient en fonction, de leur vocation ethnique. Ça c'est un. Deuxièmement, en fonction de leur idéologie surtout religieuse. Donc, ce sont les deux particularités qui partageaient le monde. Ce n'est pas la couleur. L'idéologie de la couleur et cette catégorisation que nous catégorisons les Africains, un seul bloc, parce qu'ils ont la même couleur, donc ils ont les mêmes problèmes, ils voient les choses de la même manière, ils ont les mêmes manières de voir les choses, ils vivent la même chose, donc ce sont des frères. Cette idée est une idée fondée par la colonisation. Et l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir gérer. Elle n'est en aucun cas la réalité de l'Afrique, ni la réalité des autres peuples du monde. Et donc, dans la nature humaine que nous connaissons, c'est que les nations qui se sont fondées dans le passé, elles ont ces deux paramètres-là. Soit c'est une nation basée sur un groupe d'individus d'origine ethnique unique, et donc dans cela, ils ont la même langue, ben forcément ils vont avoir la même couleur bien sûr, parce que c'est les mêmes origines raciales. Ils ont la même langue, et ils partagent en grosso modo la même religion. Et donc, soit ça, ou bien ils peuvent être différents au niveau de leurs origines, mais ils ont la même couleur, et ils ont la même religion, et ce qui a fait qu'en sorte qu'il y a eu des empires et des royaumes islamiques qui se sont fondés, avec des fois des populations catégoriquement différentes de leur origine. C'était comme ça. Donc à cela, les Africains étaient divisés en plusieurs royautés, qui chacun a ses frontières. Et donc, d'ailleurs, les conflits récents que je disais, étaient la raison, c'est que quand l'Européen est venu, il a balkanisé par exemple l'Afrique en plusieurs États, partagés sur à l'équerre et le compas et la règle sur une table, sans tenir compte de la diversité ethnique ou de la différence ethnique que les gens peuvent avoir entre eux. Et ceci a créé de mettre un groupe de population qu'auparavant, dans un seul État, qu'auparavant ne s'initiait pas, ne vivait pas dans les mêmes États. Et donc, si nous constatons et que nous regardons beaucoup, nous allons trouver que la grande majorité des conflits en Afrique se passent
sur ce qu'on appelle les frontières des civilisations. Regardez le problème du Soudan. Le Soudan Sud et le Nord-Soudan, qui a conduit à la division du Soudan à deux États et qui avait été la source d'une guerre de très longtemps. C'était parce que tout simplement le nord du Soudan et le sud du Soudan, avant que le colon ne vienne les mettre dans un seul État, sont deux peuples catégoriquement différents qui ne vivaient pas dans une seule même territoire. Et donc, la frontière des civilisations. Le Tchad que j'avais évoqué dans un autre vocal, c'était la même chose. Les Tchadiens sont partagés à deux couches, les Tchadiens du sud à majorité chrétien et animiste, et les Tchadiens du nord à majorité musulman. Et c'est ceux-là qui se qualifient d'être arabes ou bien avoir d'origine de sang arabe en eux. Et en venant vers le Niger, ce problème n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Niger, depuis son histoire, tous ces peuples qui peuplaient le Niger étaient dans la même civilisation qui est la civilisation islamique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce problème au Niger. Mais au Nigeria, il y en a eu. Et donc le peuple Haoussa qui est vers le nord du Nigeria et les autres peuples Ibo et autres qui sont des animistes ne vivaient pas dans les mêmes États avant la colonisation. Ce sont deux peuples à part. Donc, le Nigeria également tombe sur les frontières de civilisation entre le nord à majorité Haoussa et musulman et le sud d'autres populations qui sont en majorité animistes ou chrétiens. Au milieu se retrouvaient les deux peuples et c'est là qu'il y a la frontière des deux civilisations, la civilisation islamique et les autres civilisations animistes. Et c'est justement dans ce centre-là que les conflits se déclenchent. Et si nous continuons cette même analyse, par exemple, le Bénin Sud et le Bénin Nord, c'est la même chose, même si on n'avait pas eu de conflit déclaré, mais elle est là, froide. Au Togo, pareil, c'est la même chose. Celui qui a vécu dans ces pays-là savent très bien que les tensions qui se trouvent entre les deux peuples. Et c'est le même problème du conflit de la Côte d'Ivoire. Les nordistes ivoiriens qui sont considérés pour les sudistes comme des étrangers venant de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger et du Mali et dans ces pays-là, donc en majorité musulmans, alors que les autres en bas étaient en majorité animistes. Sachant très bien que une grande partie du royaume de Samori Touré, la Côte d'Ivoire du Nord fait partie. Samori Touré, qui était un grand concurrent musulman, qui est parmi ceux qui ont lutté très longtemps contre le colon français. Il a dépassé 15 ans de lutte contre la colonisation. Donc, c'est comme ça si vous prenez tous ces endroits-là. Et donc c'est ça, les fractures qu'il y a parce que ces peuples africains n'étaient pas réunis dans ces États dans lesquels ils se trouvent. Et donc ces États sont dans les frontières de ce qu'on appelle les frontières de civilisation. Et c'est dans ce contexte que les Africains se faisaient de la guerre. C'est aujourd'hui que nous avons catalogué les gens un catalogue racial. Alors que la catégorisation d'avant, c'était l'idéologie islamique en Afrique. L'idéologie religieuse plutôt. Donc, ça ne doit pas nous étonner que les Africains se sont tués entre eux. C'est nous qui le prétendaient comme ça, mais eux, à l'époque, ce n'est pas les mêmes peuples qui se tuaient entre eux. Mais c'est un peuple qui se bat contre
un étranger qui veut pénétrer dans ces territoires et il veut défendre son territoire. C'est les étrangers qui sont venus pour les dominer et il se bat contre cet étranger-là qui veut les dominer pour ne pas être dominé. C'était ça l'idée auparavant. Mais nous sommes venus aujourd'hui avec des paradigmes que le colon nous a incrustés dans l'esprit, avec cet esprit de lamentation, et considérons ces personnes-là comme des sauvages qui ne sont pas à la hauteur de penser et de réfléchir, de voir qu'ils se tapaient, ils se tuaient avec leurs propres frères, et donc qui ont livré leurs frères à l'étranger. Alors que les paramètres sur lesquels toutes ces choses-là se sont passées dans le passé n'est pas la manière dans laquelle nous voyons les choses. Donc, je me rappelle très bien de cette parole que disait Monsieur Obanga, Joséphine Obanga, ou comment il s'appelle en tout cas, il disait je n'oublie jamais une parole que Cheikh Anta Diop m'a dit. C'est Obanga qui disait ça. Il disait que les Européens ne peuvent pas comprendre l'Afrique. Et les Africains ne peuvent pas comprendre l'Afrique tant qu'ils n'analysent pas l'Afrique dans un paradigme africain. Et donc, le paradigme dans lequel les Africains et les autres nations du monde, que je disais, c'est une nature humaine. Donc, ce paradigme dans lequel se trouvaient ces peuples quand ils faisaient les conflits et les guerres et les esclavages entre eux n'était pas le paradigme dans lequel nous sommes en train de les juger aujourd'hui. Ils étaient dans un paradigme d'un groupe de personnes, un peuple qui a sa langue, qui a son autonomie, qui a son territoire, qui vit à côté d'un voisin, qui est aussi un autre peuple qui a une autre langue, et que ce voisin-là veut pénétrer dans ses terres, ou bien veut le dominer par une guerre, et lui est là pour se défendre. À la fin, le vaincu, pour le vainqueur, est un étranger vaincu, et donc, il va l'induire en esclavage, et c'est l'étranger qui est esclave chez lui. Et donc, il va le vendre au marché, il ne vend pas son frère, il vend l'étranger. C'est dans cette même optique qu'on va voir que les musulmans dans le Sahel avaient des liens de fraternité avec les Maghrébins dans l'Afrique du Nord et une étroite collaboration et relations commerciales et tout entre eux, considérant que c'est leurs frères parce qu'ils partagent la même religion, mais de côté, il y a l'autre Africain noir du sud d'une tribu qu'ils considéraient comme l'étranger, l'ennemi, parce que il ne partage pas la même conviction religieuse que lui. Et donc ici, c'est un groupement lié, basé sur l'idéologie religieuse, mais en aucun cas sur le paradigme, sur une idée de couleur. Le problème de couleur par laquelle finalement on a fini par cataloguer les Africains ou les catégoriser dans un groupe de l'Afrique nord blanche et l'Afrique sud-saharienne noire, deux blocs de l'Afrique. C'était un problème que les Européens avaient entre eux avant même qu'ils ne viennent en Afrique. Je dis bien que l'Europe, les Européens se voyaient en Europe même à travers les couleurs. Les Européens du Nord
qui sont les blonds, ont dominé le sud, qui est brun. Brun, ça veut dire mat un peu foncé par rapport au blond. Et donc, quand les blonds ont dominé les Vikings et les Nordiques ont conquis l'Europe du Sud, c'est là que la couleur blanche qui était par rapport aux gens du Sud, la couleur du conquérant avait pris le dessus sur la couleur brun, qui est la couleur mate, qui est la couleur proche à la couleur noire. Et c'est ça qui va faire le début de l'idéologie et de la mentalité de la supérieure de la blancheur, la supérieure de la couleur blanche. Et ensuite, dans la liturgie religieuse, le blanc va être favorisé parce qu'elle va être considérée comme la couleur de la lumière. Et finalement, pour les Européens, déjà, les Nordiques blonds sont au-dessus, donc supérieurs aux Nordiques, aux sudistes bruns, donc un peu mat et proche à la couleur noire. Et de l'autre côté, il y a les Européens de l'Est qui sont les roux. Voilà les trois couleurs à travers lesquelles les Européens se cataloguaient, les Européens voyaient les choses. À cette époque-là, les Africains ne voyaient pas la chose à travers la couleur. Ils voyaient tout simplement les choses à travers l'ethnie, le peuple. Un peuple qui vit à côté d'un peuple. Tout le monde avait approximativement des couleurs qui se sont proches. Mais donc ça ne... Avec des différences bien sûr de personnes, de grandes populations qui ont des couleurs un peu plus claires. Nous avons des Touaregs, des Peuls et d'autres populations dans d'autres endroits qui sont un peu relativement claires par rapport aux autres. Mais ceci n'était pas la base de la catégorisation. Et donc voilà où est venue la valorisation du blanc. D'abord, la domination des Nordiques sur les sudistes. Les Nordiques qui sont blonds à cause de leur milieu géographique où il y a la neige, où la glace est beaucoup plus. C'est ça, on voit que les ours polaires sont blancs, alors que les ours de la montagne sont bruns. Et donc les populations vivaient dans les montagnes, dans ces glaces du nord de l'Europe, vers la Norvège et tout ça, sont en corpulence blanc. Et donc le mot blanc-blond, c'est la même chose, c'est seulement la lettre ON emphatisée qui est devenue blond et là blanc. Et les sudistes qui ne vivaient pas dans ces endroits très froids sont approximativement mat. Et quand on vient dans les pays les plus chauds, qui est l'Afrique, les gens ont la couleur marron. Voilà. Donc, c'est en grosso modo ça, les situations et les contextes. Maintenant, cette idéologie de la supériorité des couleurs était déjà dans l'esprit des Européens, depuis chez eux. Cette idée de catégoriser les gens en fonction de leur couleur était déjà une norme connue en Europe entre les Européens eux-mêmes. Et c'est l'idée sur laquelle le nazisme de Hitler s'est basé pour considérer la race qu'ils appelaient aryenne, la race supérieure qui domine les autres races. Voilà, c'est dans cette idée, c'est la continuité de cette idée-là. C'est eux-mêmes, c'est ces gens-là qui se considéraient les descendants des Nordiques qui ont dominé. Voilà un peu l'idéologie. Donc avant même qu'ils ne viennent en Afrique, déjà cette idéologie a eu sa place, elle est bien fondée, elle est bien ancrée dans les esprits. Mais là, quand ils viennent en Afrique, ils viennent avec cette idéologie qui était déjà la base chez eux.
Et c'est avec cela qu'ils vont catégoriser l'Afrique en couleurs. Voilà, c'était pas une mentalité, un paradigme africain, mais c'est un paradigme qui a été voulu par la colonisation. Donc, ne considérons pas les Africains parce qu'ils ont la même couleur que c'est un seul peuple africain et qu'ils voyaient la chose de la même et la seule manière et vivent de la seule manière et mangent de la même manière et mangent la même chose. C'est tout simplement des peuples qui se sont réunis et que auparavant c'est des peuples différents et qui vivaient avec cette diversité et que chacun est sur son territoire et protège son territoire contre l'envahisseur qui n'est autre que son voisin. Voilà, j'espère que ce point-là, elle est claire. Et donc si nous voulons véritablement lire l'histoire, il faut que nous la lisons à travers ce paradigme de diversité entre les Africains, mais pas à travers l'homogénéité de ce que la colonisation a constitué pour les gérer. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.